En 1917, l'aviation et tout ce qui s'y rapporte enflamment l'imagination du monde entier. Les progrès réalisés dans d'autres domaines sont plus lents et souvent l'objet d'intrigues politiques. Mais une de ces innovations est déjà testée et mise à l'épreuve à la bataille de la Somme en 1916. Bien que rejeté comme une absurdité lors de sa première apparition, en 1917, le char de combat est reconnu comme une formidable arme de guerre. La seule arme, en fait, qui semble capable de faire évoluer la situation sur le front. En Grande-Bretagne et en France, différents modèles sont mis au point et testés dans un climat de ferveur et d'impatience. Les doctrines tactiques, longtemps figées, sont enfin confrontées à la dure réalité de la guerre moderne. Cependant, tandis que ces machines offrent la possibilité de sortir de l'impasse sur le front, elles contribuent aussi à l'industrialisation grandissante de la guerre, combat tout aussi crucial malgré son éloignement géographique du champ de bataille. On reconnaît petit à petit que le sort de la guerre sera finalement décidé non pas par les forces des armées, mais par l'exploitation et l'application des ressources de l'industrie à la production des armes de guerre. Le nombre de soldats n'est plus considéré comme aussi important que le nombre de chars, de canons et d'aéroplanes. Au cours des premiers mois de l'année 1917, les populations de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie sont soumises à d'immenses souffrances. De maigres moissons en 1915 et 1916 et le blocus des Alliés contribuent à la misère d'un hiver rigoureux où la faim et la malnutrition des citoyens contrastent lugubrement, comme en d'autres pays, avec la richesse évidente des profiteurs de la guerre. L'aggravation de la pénurie dans chaque pays entraîne l'apparition du marché noir et donc à des inégalités encore plus grandes, un sentiment d'impuissance et au ressentiment. Les industriels aussi retirent des bénéfices énormes de l'insatiable demande d'armes. Et partout, le fardeau tombe infailliblement sur les pauvres et les faibles. Pendant les premières années de la guerre, les Allemands n'attaquent pas au hasard les navires alliés, mais confrontés à une pénurie critique et à un blocus toujours plus dur, le commandement allemand se résout à une offensive sous-marine de grande envergure. Le désespoir allemand est tel qu'ils ne peuvent s'empêcher d'entraîner indirectement les États-Unis dans la guerre. Mais c'est surtout en Russie que se font sentir les fardeaux de la guerre. L'industrialisation est arrivée tard en Russie. Ces paysans ne sont libérés de leur servage que depuis 1861. Dès lors, le pays connaît de graves troubles sociaux. La rationalisation de l'agriculture et l'apparition d'agriculteurs indépendants accélèrent l'exode des paysans déjà considérable vers les zones urbaines. Le prolétariat déraciné et affamé envahit les villes. C'est dans ces conditions que les immenses ressources de la Russie produisent des résultats. Au début de la guerre, elle s'industrialise plus rapidement que toute autre puissance. De surcroît, la guerre lui apporte son élan.
Au cours des premières années de la guerre, la Russie subit une transformation industrielle inégalée par son ampleur et son intensité. Sa production de matériel de guerre augmente de façon spectaculaire. Mais ces résultats sont payés cher. L'inflation monte en flèche. Le réseau de communication commence à se désintégrer. Des stocks de nourriture s'entassent dans les campagnes, tandis que les citadins ont faim. Aucune perspective de victoire, ni aucun accord de paix, aussi éloigné soit-il, ne permet de soulager les privations subies par les populations civiles. En 1917, l'économie russe, chancelante, est au bord de l'abîme. Sa population civile, tout comme son armée, traumatisée, démoralisée, perplexe. Le nombre croissant de victimes, les privations toujours plus dures, l'impuissance manifeste du gouvernement, tout se combine pour attiser le feu de la révolte. Les grèves et les manifestations balaient Saint-Pétersbourg. Pendant la dernière semaine du mois de février, aux manifestants protestant contre la pénurie de denrées alimentaires viennent se joindre les Cosaques mécontents postés dans la capitale pour assurer le maintien de l'ordre. Un soviet des travailleurs et des représentants des soldats est mis sur pied. Une immense foule se dirige vers la Douma, assemblée représentative instituée par le tsar, mais sans pouvoir réel. En présence d'une foule aigrie et potentiellement dangereuse, et en l'absence complète d'une quelconque autorité, la Douma réagit en nommant un gouvernement provisoire. Trois jours plus tard, le 2 mars, le tsar abdique, reconnaissant ainsi le gouvernement provisoire et la révolution. Le 6 avril, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. L'offensive de grande envergure des sous-marins allemands rend leur intervention inévitable. Le déclenchement de la guerre délivre l'Amérique de la récession, entraînant l'essor de son économie en 1915 et 1916, alors qu'elle subvient aux besoins des nations en guerre. Les premiers succès de l'offensive des sous-marins allemands sont inattendus et mettent brusquement un frein à cette expansion économique, menaçant de plonger l'Amérique dans un marasme encore plus grave. Par ailleurs, la sécurité de ses clients, principalement la Grande-Bretagne et la France qui plient sous le poids de leurs dettes, joue un rôle important dans la décision des États-Unis. La garantie de leur paiement dépend finalement de leur victoire. Cependant, l'entrée en guerre des États-Unis n'est pas inspirée simplement par ces âpres calculs économiques. La guerre des sous-marins va à l'encontre des valeurs morales américaines et la révolution russe, par sa promesse de démocratie, permet aux Américains de considérer le conflit comme une guerre entre les peuples libres et les empires autocrates des puissances de l'Europe centrale. L'entrée en guerre de l'Amérique apporte peu de répit immédiat à la Grande-Bretagne, souffrant maintenant d'une pénurie chronique et d'un mécontentement latent. Au cours des 5 premiers mois de l'offensive sous-marine allemande, les pertes en navires sont très importantes. Au cours du seul mois d'avril, un navire sur 4 qui apparaît ne revient jamais. Il semble que la Grande-Bretagne est elle-même menacée par l'ultime catastrophe, un sort qu'elle voulait infliger à l'Allemagne, la famine qui entraîne la défaite. En mai, la marine britannique institue un système d'escorte pour les convois maritimes, assurant la protection des navires marchands tout en appâtant ainsi les sous-marins. Ce système de convoi brise en fait la force de l'offensive sous-marine allemande.
La mise au point d'appareils d'écoute hydrophonique et de grenades sous-marines contribue à faire tourner la chance du côté des Alliés dans la bataille de l'Atlantique, assurant ainsi une autre année de guerre sur terre, sur mer et dans les airs. Le printemps n'apporte que davantage de carnage sur les champs de bataille de France. Un nouveau commandant français, le général Nivelle, promet aux Alliés une victoire finale complète en 1917. La grande offensive est lancée le 16 avril dans la région du Chemin des Dames. Dès le début, l'attaque est un désastre. Malgré des succès mineurs remportés par les Britanniques dans les environs d'Arras à l'ouest, l'attaque principale s'embourbe devant les positions allemandes, à peine touchées par un bombardement fourni. Le soir, Nivelle n'avançait que de 500 mètres, au prix de pertes effrayantes. Le mois suivant, Nivelle persiste dans son offensive. Il obtient sa promotion en promettant la victoire. Il doit donc absolument tenir sa promesse pour éviter un désastre personnel. Au total, l'offensive de Nivelle coûte à l'armée française près de 250 000 hommes et démoralise les troupes à tel point que des mutineries en chaîne risquent d'entraîner l'effondrement militaire complet de la France. En mai, l'offensive finit par s'essouffler. Comparé aux pertes, les gains paraissent insignifiants. Pour l'infanterie française, il semble que ce sacrifice ait été entièrement vain. Le 15 mai, Nivelle est limogé. Son remplaçant, le général Pétain, doit faire face à l'immense tâche qui consiste à rétablir l'ordre et le moral de ses armées épuisées. L'échec des Français au Chemin des Dames place la responsabilité de l'attaque sur les Britanniques, leurs forces étant reconstituées et rééquipées depuis le désastre de la Somme. Pour alléger le fardeau pesant sur les Français et remporter une victoire purement britannique, le général Haig décide d'attaquer dans les Flandres pendant l'été. La troisième bataille d'Ypres commence par le barrage d'artillerie le plus violent de toute la guerre. Le bombardement durera 2 semaines sans succès réel, mais faisant du terrain une mer de boue presque infranchissable et livrant tous les avantages aux Allemands sur la défensive. L'attaque initiale se poursuit pendant 5 jours, une avance de 3 km au prix de 32 000 morts. Les chars massés derrière les lignes ne peuvent prendre part à la bataille. Le sol ne supporte plus leur poids. Le 6 août, Haig reprend son offensive et renouvelle ses attaques en septembre et en octobre. En novembre, Haig avance de 9 km, capturant la côte de Passendale et ce qui reste du village qui donnera son nom à la bataille. La prise de Passchendaele coûte la vie à plus de 500 000 hommes, dont un grand nombre périssent noyés. En Russie, la situation se détériore. Une lutte intense oppose le gouvernement provisoire, création de la Douma, au soviet improvisé, véritable enfant de la révolution. La personnalité remarquable d'Alexandre Kerensky domine ces 2 conseils. Idéaliste, charismatique, il se résout à consolider la nouvelle démocratie russe. Pour cela, Kerensky croit devoir honorer les engagements de la Russie à l'étranger et, en continuant la guerre, obtenir un accord honorable pour son pays.
Mais selon l'ordre numéro 1 du Soviet, le simple soldat russe ne peut être forcé d'exécuter les ordres qui sont en contradiction avec ses désirs personnels. La discipline s'effondre complètement sur le front. Les désertions sont endémiques. Non pas le filet régulier de vagabonds en fuite, mais une marée déferlante qui s'apparente à une démobilisation complète. D'autres forces plus insidieuses menacent Kerensky. Les événements de février prennent les révolutionnaires professionnels russes par surprise, embarras qu'ils tiennent absolument à masquer. À l'époque, le chef des bolcheviks, Lénine, se trouve en Suisse. Les Allemands prennent alors conscience qu'il ignore presque tout de la crise qui secoue son pays. Voyant en Lénine l'instrument avec lequel ils peuvent non seulement renverser Kerensky, mais aussi précipiter la Russie tout entière dans la catastrophe, ils envoient celui-ci secrètement en Russie via l'Allemagne. Des fonds lui parviennent par leurs agents pour financer sa mission. La première tentative de Lénine pour renverser Kerensky échoue. À la suite d'un coup d'État manqué en juillet, Lénine est démasqué comme un agent allemand et forcé de fuir Saint-Pétersbourg. Il se déguise en rasant sa moustache et en endossant les vêtements d'un ouvrier. Caché en Finlande, Lénine continue à comploter contre Kerensky, exhortant ses partisans à saisir les positions clés dans le Soviet et ainsi élargir le gouffre existant entre le Soviet et le gouvernement. Le conflit opposant le gouvernement à ce qui reste de l'armée, en parallèle à un chaos économique et industriel grandissant, affaiblit davantage Kerensky et renforce la position des bolcheviks, s'armant alors frénétiquement en prévision de l'effondrement total du gouvernement. Le matin du 27 octobre, tandis que Kerensky essaie de mobiliser des partisans dans les campagnes, le palais d'hiver est pillé par les bolcheviks qui proclament la chute du gouvernement provisoire. C'est ainsi que la démocratie est finalement écrasée en Russie. La victoire des bolcheviks met fin à la participation de la Russie à la guerre, participation devenue plus symbolique que réelle. La paix de Brest-Litovsk, signée au début de l'année 1918, permet à l'Allemagne de transférer des divisions à l'ouest et de rassembler ses forces pour une dernière grande offensive. La lutte pour s'assurer la suprématie aérienne repose autant sur la technologie que sur la tactique. Les progrès remarquables des premières années de la guerre acquièrent des raffinements subtils au cours de la dernière année. Une légère amélioration de structure ou de la puissance du moteur, augmentant la vitesse d'un appareil ou donnant un avantage distinct à sa performance, peut lui permettre immédiatement de surpasser la machine d'un adversaire, transformant pratiquement l'aéroplane en une arme mortelle. Le Sopwith Camel assure la supériorité des Britanniques en 1917, mais l'arrivée de l'incomparable Fokker Mark 7 en 1918 rend aux Allemands la suprématie aérienne. Assurés une fois de plus de la maîtrise du ciel au-dessus des tranchées, les Allemands peuvent constituer en secret une armée de 3 millions d'hommes et de 10 000 canons. Le plan de Ludendorff est de déclencher une offensive fulgurante le long d'un front de 60 km. Le but est d'écraser les armées britanniques sur la Somme, déséquilibrer le front allié et repousser la ligne d'est en ouest. L'offensive débute à l'aube du 21 mars 1918.
Après un bombardement bref mais destructeur, les Allemands avancent protégés par un nuage épais de brouillard matinal. Cette fois, il ne s'agit pas d'un déploiement d'infanterie en masse, mais de troupes de choc spécialement entraînées pour cerner les faiblesses des lignes britanniques. Des équipes de combat les suivent dans le but d'ouvrir des brèches à l'armée qui arrive. Ces tactiques sont complètement nouvelles, tactiques d'avance éclair et d'encerclement rapide. Elles seraient connues plus tard sous le nom de tactique Blitzkrieg. En 1918, elles sont dévastatrices. À la tombée de la nuit, les Allemands s'enfoncent dans l'arrière-garde de la zone de bataille britannique et en l'espace de quelques jours poursuivent leur marche en pleine campagne. Des milliers de soldats britanniques sont tout simplement dépassés. Il semble à bien des gens que la guerre est sur le point de se terminer. Les lignes britanniques sur la Somme sont enfoncées et leurs armées menacées de disparition. Les Français se préparent à se replier sur Paris. Mais au dernier moment, le désastre est évité. Non pas par un miracle militaire, mais en plaçant l'armée britannique sous le commandement du maréchal Foch, unifiant ainsi le commandement et engageant les Français à appuyer l'armée britannique. Au début du mois d'avril, l'avance éclair des Allemands commence à s'affaiblir. Bien que pratiquement en déroute, les Britanniques et les Français ont recours à leurs réserves mobilisées à la hâte. Par contre, les Allemands sont sur le point d'épuiser les leurs. Pendant 4 jours, les Allemands arrêtent leur offensive pour se rééquiper et se réapprovisionner. Les deux camps savent que la guerre entre maintenant dans une phase décisive. Les troupes américaines arrivent enfin en nombre suffisant pour faire pencher la balance. Si seulement les Alliés peuvent braver l'orage allemand, la guerre sera finalement gagnée. Le 9 avril, la tempête se déchaîne de nouveau sur la deuxième armée britannique dans l'avancée d'Ypres. De nouveau, les Allemands envahissent la zone de bataille britannique, progressant en certains endroits de 20 km. Mais comme à la bataille de la Somme, les Britanniques réussissent à stabiliser le front en se retirant en temps opportun et en rassemblant tous les effectifs possibles pour combler les brèches. Repoussée au centre et à l'ouest du front, l'attaque se détourne vers les lignes françaises le long du chemin des Dames. Le 3 juin, les Allemands déferlent sur ces lieux. Ils avancent impitoyablement de 60 km vers la Marne. Mais là, les Allemands reçoivent sans embâche leur premier avertissement sur ce qui les attend. La route de Paris est bloquée, non pas par les Français, mais par les Américains. Depuis qu'il est à la tête du commandement des armées alliées, Foch maintient d'imposantes réserves stratégiques. Elles servent à retenir les Allemands au point le plus éloigné de leur avance. Pendant tout le mois de juillet, le front résiste et la menace sur Paris est contenue sur la Marne. En août, les Britanniques, avec les Français qui luttent à leur côté, lancent la contre-attaque à Amiens. Jusqu'ici, les chars n'ont jamais été employés avec succès. Depuis les batailles de la Somme en 1916, où les chars se sont lamentablement embourbés, leurs immenses avantages ont été gaspillés par une incompétence tactique
et une réticence obstinée à les traiter autrement que comme des équipements superflus et coûteux. À Amiens, sur un sol ferme d'été, les chars avancent pour la première fois avec l'appui conjugué de l'infanterie. Pour une fois, ils ne sont pas annoncés par l'habituel martèlement interminable des canons. Ces mastodontes métalliques trapus roulent hors des brumes de l'aube au-dessus des fils de fer barbelés et des tranchées, justifiant tous les efforts et toutes les dépenses qui leur ont été consacrées. Dans la soirée, les chars sont à 11 km de leur ligne de départ. 15 000 Allemands sont faits prisonniers et bien davantage tués ou blessés. Pourtant, le 8 août 1918 est bien plus qu'une victoire pour le bon sens. Ludendorff l'appellera le jour sombre des armées allemandes, le jour où l'Allemagne perd la guerre. Cependant, si les implications de la défaite d'Amiens sont comprises du haut commandement, elles sont loin d'être claires aux yeux de l'infanterie allemande, dont la patience est mise à rude épreuve. Sur chaque champ de bataille, ils occupent encore un sol étranger, et le front de l'Ouest se trouve plus près de Paris qu'à aucun autre moment depuis 1914. Mais le flux continu des troupes et des armes américaines assure que Paris restera pour toujours au-delà de la portée de l'Allemagne, alors qu'aux immenses flottes de la Grande-Bretagne et de la France s'ajoute celle de l'Amérique, transformant le blocus en étau d'acier toujours plus resserré. Après 4 ans de blocus et de sacrifices immenses, les puissances de l'Europe centrale sont dangereusement proches de la famine et de l'effondrement. La capitulation de la Bulgarie en septembre 1918 apporte encore plus d'isolation et de privation. Des bruits courent que la défaite est proche, et la demande d'un armistice le 4 octobre a pour résultat d'attiser le mécontentement de l'opinion publique et de démoraliser encore plus les armées sur le front. Face à la puissance militaire croissante des Alliés sur terre, en mer et dans les airs, les Alliés de l'Allemagne vacillent puis s'écroulent. L'effondrement interne de l'Autriche-Hongrie en octobre et sa capitulation le 2 novembre laissent l'étau d'acier se refermer sur une Allemagne totalement isolée. En Allemagne, les négociations s'éternisent avec en toile de fond des intrigues politiques et des troubles civils. Des initiatives symboliques et sans substance sont lancées en faveur de la démocratie parlementaire. Ludendorff est révoqué. Le 3 novembre, une mutinerie navale se répand dans les rues de Kiel. Le lendemain soir, Kiel est entre les mains d'un conseil de marins. La révolte se propage à Hambourg, Brême, Wilhelmshaven, Cologne. La révolution infligée à la Russie grâce à des complots allemands menace à présent l'Allemagne elle-même. Le 9 novembre, des manifestations et des grèves éclatent à Berlin. Le Reichstag annonce l'abdication du Kaiser et l'établissement d'une république allemande. Le dirigeant social-démocrate Friedrich Ebert est nommé chancelier. L'affolement, la confusion et le spectre d'une révolution sanglante s'emparent de l'Allemagne. Plus rien n'importe maintenant que le rapatriement des soldats. Parmi eux, on trouve toujours des hommes fidèles à la patrie,
toujours prêt à la servir lorsqu'elle connaît les plus grands dangers. Le 10 novembre, les dirigeants de l'Allemagne acceptent sans autre forme de procès les conditions présentées par les Alliés et le jour suivant, le 11 novembre 1918, la Grande Guerre prend fin. L'Allemagne n'a guère de raison de se réjouir. L'armistice que ses représentants ont signé ressemble fort à une capitulation sans condition. L'évacuation immédiate de la France et de la Belgique correspond à ses pressants besoins de rétablir l'ordre dans le pays. Mais elle doit aussi accepter de livrer à l'occupation étrangère de vastes régions de la Rhénanie et céder d'immenses quantités d'équipements de guerre, y compris une grande partie de son aviation et de sa flotte. De telles concessions ternissent l'image de la Nouvelle République aux yeux de ses héritiers. En 1919, l'Allemagne est toujours en proie à la faim, au chaos et à la guerre civile. Pour s'assurer que leurs conditions sont respectées, les puissances alliées maintiennent leur blocus naval durant le printemps et l'été de la même année, transformant les privations en temps de guerre en famine de temps de paix. Parmi les troupes démobilisées, la jeune République trouve les hommes pour chasser le spectre de la Révolution et ramener l'ordre dans la patrie. On les nomme le Freikorps, une milice volontaire d'anciens combattants. Leur emblème est un macaron au porte-bonheur, souvenir des années de guerre, appelé la croix gammée. Les puissances victorieuses se réunissent à Versailles pour décider des conditions de la paix. Il est universellement convenu qu'une telle guerre ne doit jamais se reproduire et que des mesures doivent être prises pour assurer une paix durable en Europe. L'Allemagne doit être punie. Ses forces armées réduites à un niveau à peine suffisant pour maintenir l'ordre en temps de paix. Les vainqueurs doivent se partager ses colonies et certaines parties de son territoire national. Mais il reste aussi la question des réparations, des dédommagements pour les dégâts matériels causés. Ces questions sont importantes pour les négociateurs de Versailles. Pour l'Allemagne, il n'y aura que blâme, confiscation et humiliation. Et pour la jeune République, un traité de paix qui la brisera, et ce faisant, condamne le monde à une autre guerre.